Et mesdames et messieurs, chers invités, messieurs et mesdames de la presse, sans plus tarder, je vais inviter monsieur le président du RCD, monsieur Mohsin Belabès, pour son discours. كل المتطرفين bienvenue à tous. بالنبدا في الخطاب وكنسميوه يعني الديسكور bilan politique, moral et financier. بغيت نعطي بعض المعلومات حول الضغوطات اللي عشناها ما يوصل لها النهار. On a subi beaucoup de pression, vous savez tous qu'on a été ciblé de façon systématique depuis maintenant 3 ans, mais essentiellement, durant les préparatifs de ce congrès, ils n'ont pas cessé justement à faire tout leur possible pour nous déstabiliser. كانت الكثير من الضغوطات على المسؤولين المحليين على مستوى المكاتب الجهويه وكذلك على مستوى المكاتب البلديه من طرف الافراد من يقدمون انفسهم كانهم افراد من الامن يحاولوا باش ils ont voulu récupérer la liste des congressistes, donc ils ont essayé de toucher tous nos militants à travers toute l'UNA et toutes les communes. Bien sûr, les militants de Wana, ils ont résisté. نفس الشيء فيما يخص les cadres d'Arna qui ont organisé des déplacements vers un certain nombre de villages. Souvent, ils se sont retrouvés dans des commissariats ou dans des cas de gendarmerie. Bien sûr, là aussi, ils ont résisté, mais on a évité de communiquer sur ce problème. المناضلين تاعنا شفتوا كل بلي كاين واحد الرعب طيحوه على الجزائريين كل في السنوات الاخيره بالخصوص في الشهور الاخيره. Autre information, les gens en dernière minute, de 10 jours avant le congrès, le ministère de l'Intérieur قالنا نعطيو لكم التصريح باش تنظموا هذا المؤتمر، وبصح لازم تنظموا تكتبوا لنا مؤتمر غير عادي. وعلاه؟ قال لك باكس العهده نوطامون تاع رئيسنا مازال ما خلصتش. C'est comme si on était dans un pays qui respecte la durée des mandats. Ils ont organisé des élections anticipées locales, ما سنوهمش غير عاديه، خالفوا القانون ولكن داروها. المشكل ليس في يعني كي تقلص من العهده، المشكل كي تطول في العهده. وشيء ماشي واحد اخر، يعني في الحقيقه انا خديت هاي تاع المحامين اللي مناضلين معنا اللي موجودين في القياده، وكذلك محامين اللي متعاطفين معنا واللي تلقاهم محامين تاع العراق. قلت لهم نروح معاهم العداله دونك ذكروا لي ولا خلوني ils veulent vous déstabiliser. L'essentiel, c'est qu'ils vous donnent cette autorisation. Un congrès, qu'il soit ordinaire ou extraordinaire, c'est un congrès. Donc, nous, notre 6e congrès. Madame la présidente du congrès, mesdames et messieurs les congressistes, chers amis, bonjour. Permettez-moi tout d'abord d'adresser au nom des militantes et militants du RCD mes vifs remerciements et mes sincères hommages à tous les responsables de partis politiques, acteurs de la société civile et personnalités qui comptent parmi nos amis politiques et qui ont honoré de leur présence l'ouverture des travaux de ce 6e congrès de notre rassemblement. Ces femmes et ces hommes qui, à l'heure des moments difficiles pour notre peuple et des positionnements décisifs pour le pays, ont travaillé et agi
avec nous. Ces femmes et ces hommes qui ont subi les affres de la répression tout comme nous. Ces femmes et ces hommes avec lesquels nous étions ensemble durant le Hirak. Ces femmes et ces hommes avec lesquels, plus que jamais, il faudra intensifier les échanges et les solidarités. Ces femmes et ces hommes avec lesquels nous formons une grande famille politique, celle des démocrates progressistes. Le RCD est heureux de les accueillir et par ma voix, de leur souhaiter la bienvenue. Au-delà de nos différences, ils manifestent par leur présence leur intérêt pour nos travaux. Permettez-moi aussi de remercier très chaleureusement tous ceux qui ont œuvré d'arrache-pied depuis des mois pour la préparation et la tenue de ce congrès dans les délais fixés. À travers vous, chers amis congressistes, je salue chaleureusement tous nos militants ainsi que nos sympathisants qui constituent le corps vivant de notre parti. Chers amis militantes et militants, je me tiens ici aujourd'hui devant vous, ému et reconnaissant de la confiance que vous m'avez accordée durant ces 10 dernières années. Ensemble, nous avons agi. Ensemble, nous avons produit des idées nouvelles et proposé des offres politiques. Ensemble, nous avons créé et organisé des événements. Ensemble, nous avons mené un combat politique et porté avec force, conviction et détermination un projet démocratique pour l'Algérie. De la Convention nationale pour une constitution pérenne au colloque international sur l'économie et l'intégration nord-africaine, de la Convention nationale sur le droit du travail au colloque international sur la participation des femmes en politique, de la Conférence nationale pour la transition démocratique à l'offre portant création d'une instance indépendante de gestion des élections, des assises nationales des femmes et celles des jeunes aux universités d'été annuelles, des marches populaires sur le pouvoir d'achat et celles sur la revendication amazigh, à la création d'une alliance des partis nord-africains, et la liste est encore longue. C'est autant de moments de communion, de propositions et de débats. Oui, ensemble, par l'action et le discours, nous avons imprégné la scène politique. Oui, nous avons dans un pays où la politique était réduite et policière, contribué par notre activité et énergie à l'avènement du Hirak. Le Hirak, Tenkera, ou encore la révolution du Chouïr, véritable insurrection du peuple pour un changement démocratique du système en place depuis 1962, et peu importe l'appellation, tant le fond y est. Dans toutes les villes du pays, le peuple a battu le pavé pour clamer son refus de rester sous la coupe d'un pouvoir corrompu, imposé par la force et issu des votes électorales dignes de l'ère de Najd en violation des différentes constitutions élaborées par ses propres laboratoires. Une révolution inédite que beaucoup d'Algériens ont depuis longtemps appelée de leur vœu. Moi-même, en octobre 2012, j'avais dit que, je vais l'écumer, le pays est embourbé dans la corruption et a besoin d'une révolution pour sauver son avenir. Le mois de novembre de la même année, j'avais plaidé la destitution du chef de l'État de l'époque, la dissolution de la police politique et la restitution du sigle FLN à la mémoire collective, pour espérer une refonte de notre nation sur la voie de la dignité, la liberté, la démocratie, la modernité et l'universalité. Oui, pendant 10 années, nous avons cru, et depuis l'avènement du Hirak, nous croyons plus que jamais à la transition constituante comme condition nécessaire pour sortir de la crise permanente et multidimensionnelle que vit notre nation. Alors que certains, à la faveur de l'immonde répression qui s'abat sur notre jeunesse, ont vite fait de décréter la mort du Hirak, cet élan vers la démocratisation du pays, et vous êtes les témoins, est toujours présent et continue à se dérouler au sein du peuple algérien. Même empêché d'expression publique, il continue à exercer une forte pression sur ce pouvoir.
s'il n'a pas encore abouti au changement de régime, le Hirak a fragilisé profondément et durablement les fondements du pouvoir et l'a plongé dans une crise continue. أصدقائي الأعزاء، نحتفل هذا العام بذكرى 60 الاستقلال الوطني. إن العجز الديمقراطي الذي ميز كل هذه السنوات زاد من تراكم وتفاقم الأضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة إلى حد تعذرت معالجتها. ولقد خولت السلطة الحاكمة في بلادنا منذ الاستقلال لنفسها حق المراقبة والرقابة والقمع على المواطنين وإخضاعهم بالفساد والإقصاء. إن المؤسسات بالشكل الذي بنيت وسيرت بها لم تضع في منظورها يوما حرية المواطن الجزائري ولا رقيه، وينطبق ذلك أيضا على التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والتربية الوطنية وديمومة الدولة والأمة. إن الأزمة المتعددة الأبعاد التي نعاني منها هي أزمة تستمد جذورها من طبيعة النظام الحاكم. إنها أزمة دستورية وسياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وثقافية وأزمة حكم. لقد أدى العجز الديمقراطي وغياب التداول على السلطة بالرغم من انقضاء عهد الحزب الواحد منذ 1988 إلى إدخال البلاد في مأزق لا نهاية له. نعم، لا مناص من خلق الجزائر من جديد للخروج من هذه الأزمة ووضع البلاد على سكة الاستقرار والسلم والتنمية المستدامة. تعود جذور الأزمة إلى اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية المنعقد بطرابلس في شهر ماي 1962 بعد المصادقة بالإجماع، لكن من دون نقاش حقيقي على البرنامج السياسي للجزائر المستقلة. وجاء دور اختيار الرجال الذين سيتعين عليهم تنفيذ ذلك البرنامج. كان سبب الفتنة فتنة صيف 1962 التي جاءت بقيادة وفرضتها بالقوة لتحل محل الحكومة المؤقتة الشرعية، معلنة بذلك على مصادرة ثورة 54 نوفمبر وأول انطلاقة خاطئة للجزائر المستقلة. كانت ثورة فبراير 2019 فرصة لوضع حد الشقاق الذي امتد لأجيال، لكن للأسف لجأت السلطة مرة أخرى إلى الخيار الأسوأ، لأنها لم ترفض ولا تزال ترفض أي نقاش وحوار حول القانون الأساسي للبلاد فحسب، بل فعلت ما هو أسوأ بالمصادقة على انتخابات رئاسية واستفتاء دستوري رفضته غالبية الجزائريات والجزائريين. لا أبتهج لضعف نسب المشاركة الرسمية في مختلف الانتخابات، وإنما يؤسفني أن الجزائر أضاعت مرة أخرى فرصة تحقيق انطلاقة جديدة بدعم شعبي كان مع ذلك في متناول اليد. إن عقد حوار وطني شامل كان ولا يزال شرطا أساسيا لتجاوز حالة انعدام الثقة السائدة بين القوى السياسية والاجتماعية وإحداث القطيعة مع الغباء التي تلوث الحياة السياسية والتغلب على عجز الطبقة السياسية سلطة ومعارضة على المبادرة بالتنازلات والوصول إلى التسوية وحل لخلافاتهما خدمة لمصلحة الأمة. وينطبق ذلك أيضا على تنظيم انتخابات ديمقراطية تحت إشراف هيئة مستقلة يجب أن تكون آليات التسيير والتعيين فيها ثمرة نقاش ديمقراطي تعددي وتوافقي من أجل ضمان مصداقية النتائج ومنها مصداقية المؤسسات التي ستنبثق منها.
والتاريخ علمنا بأن الإقصاء السياسي وضعف مؤسسات الدولة من أكثر العوامل تسببا في حالة عدم الاستقرار والعنف الدائم. إن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في مسعى يقرن القول بالفعل أصدر مشروع دستور عرض للنقاش في ندوة وطنية مفتوحة لجميع الأطياف السياسية وللمجتمع المدني. نظمت في 29 جوان 2013 وفي شهر جويلية من نفس السنة حصل توافق وطني حول عرض سياسي يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لتسيير الانتخابات ومرصد وطني للانتخابات، وهي نفس الروح التي كانت تحدث التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لما قرر الانخراط في مساعي التقارب من أجل خلق الظروف المواتية لممارسة العمل السياسي سواء للأحزاب السياسية أو للسلطة السياسية، وهي المبادرة التي أفضت إلى تنظيم الندوة من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي في مسطران في جوان 2014، وهي نفس الروح أيضا التي تتبع خارطة الطريق من أجل انتقال تأسيسي التي أعلنها حزبنا في مارس 2019 لمنح إطار سياسي للهبة الثورية التي تطالب بتغيير النظام. Chers amis, pendant des années, instruite pour être sourde, aveugle et muette, l'instrumentalisation politique de la justice consacre désormais une justice à plusieurs vitesses. Elle repose d'une part sur la programmation des procès des anciens dignitaires du régime et des avocats qui les ont accompagnés, présentés comme des réponses à des contestations ou de la rue, ou encore pour faire passer des échéances électorales conçues pour mettre en scène le système tant décrié par le peuple. D'autre part, en fonction des soubresauts et des guerres claniques, certains anciens responsables jugés et condamnés sont très vite innocentés par la même juridiction. Ou encore, des poursuites judiciaires à l'encontre des responsables politiques de l'opposition non caporalisés et de simples militants ou des journalistes qui révèlent une stratégie de liquidation politique des acteurs de l'opposition. La durée que prennent les procédures, mais surtout les retards énormes dans la programmation de certains procès devant les tribunaux sont des instruments de coercition aux mains de l'exécutif. La dérive des médias aux autres se caractérise par des et des atteintes répétées au principe de la présomption d'innocence. Le traitement réservé aux défenses moudjahid des féministes par la télévision publique reste symptomatique de l'état de la déliquescence de l'institution en cause, à savoir la télévision. Les notions d'indépendance des juges et de pouvoir judiciaire dans notre pays restent un mirage. Le fossé qui sépare la justice de la société n'a jamais été aussi profond. Il faudra bien le dire, la gouvernance judiciaire dans notre pays a une grande part de responsabilité dans la régression générale. La judiciarisation du débat politique fait oui de la mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire a mené à la décrédibilisation de tout le système politique et à l'absence de confiance du citoyen en ces institutions politiques. Il est plus qu'urgent et nécessaire de mener une réforme démocratique des institutions pour consacrer une véritable séparation des pouvoirs, améliorer la perception de l'équité et de la légalité et entériner l'indépendance de la justice. أصدقائي الأعزاء، بالنسبة للاقتصاد الجزائري فكل المؤشرات تكشف عن غياب أي إنعاش للاستثمار وعن نمو شبه منعدم في القطاعات خارج المحروقات، وهذا نتيجة جشع وعدم مسؤولية العديد من رجال السرايا، وبعضهم موجود الآن في السجن، ولكن أيضا نتيجة افتقار السلطة القائمة إلى أي تصور وإلى غياب خطة إصلاح اقتصادي.
لقد بني هذا الاقتصاد على ريع النفط بإرادة حكام لا يملكون أي رؤية فلم يستطع التحرر منه. ونتج عن ذلك أن التضخم استوطن بشكل دائم وتفاقم في السنوات الأخيرة ليصل إلى نسبة قياسية تقارب 20% حسب الخبراء. كما أن اعتماده الكبير على توريد معدات الإنتاج والمواد الأولية وحتى المنتجات الجاهزة من الأسواق العالمية يزيد من تعقيد الوضعية. نسبة البطالة الرسمي المعلن عند حدود 14.5%، ما يقارب النصف منهم من خريجي الجامعات، وبالرغم من ارتفاعها الكبير إلا أنه لا يعكس الواقع الذي يعيشه الجزائريون، علما بأن حتى الحكام أنفسهم لا يصدقون الإحصائيات الرسمية والسهولة التي يتم بها تسريح العمال وتصفية عدد كبير من المؤسسات بسبب الإفلاس أو بسبب المتابعات القضائية ضد أصحابها أو حتى لاعتبارات سياسية تستوقفنا، لأنها تهدد التماسك الاجتماعي أكثر وتعمق الانقسامات في البلاد. على الصعيد الاجتماعي الوضع في احتقان دائم. يعيش الشعب الجزائري حالة من اليأس والخمول بعد الآمال العريضة التي جاءت بها انتفاضة 22 فبراير 2019. ففي موضوع الأجور مثلا نجد أنها في كلا القطاعين العام والخاص من بين أدنى الأجور في العالم، ولا تكفي الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن. ثم إن الانخفاض المستمر في قيمة الدينار والتهاب أسعار المواد الاستهلاكية خاصة المواد الغذائية أدى إلى انهيار القدرة الشرائية، مما جعل العمال غير قادرين على العيش على مداخلهم، وذلك قبل الأزمة الغذائية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. بالرغم من التدهور الحاد في مستوى معيشة غالبية الجزائريين، تتعنت الحكومة وترفض اتخاذ تدابير تعويض ملموسة من خلال زيادة معتبرة للأجور، كما ترفض فتح حوار اجتماعي يسمح للنقابات المستقلة الممثلة للعمال بطرح مشكلة القدرة الشرائية للعمال في صيغ واضحة. اليوم يعيش الكثير من آباء وأمهات العائلات في قلق مستمر، متسائلين عن كيفية دفع فواتير الكهرباء والغاز وكيفية توفير تكاليف العلاج لو أصيب أطفالهم بمرض. والأسوأ من ذلك هناك حادثتان تعكسان جيدا البؤس الاجتماعي الذي بدأ ينتشر في مناطق مختلفة من الوطن. الحادثة الأولى تتعلق بفضيحة عائلة بأكملها تم نقلها في عز شهر رمضان إلى المستشفى بسبب سوء التغذية أو بالأحرى لعدم امتلاك ما تأكله منذ أيام. ولدينا أيضا حالة ذلك الطفل الصغير بائع الكسرة الذي جرفته السيارة في منتصف الطريق السريع. نعم، اليوم كثير من الجزائريين عاطلون عن العمل، ومن لديه عمل يتقاضى راتبا زهيدا، وكثير من الجزائريين غالبيتهم شباب يخاطرون بحياتهم في قوارب تقطع بهم البحار نحو البلدان البعيدة، وما مئات الأطباء الذين اختاروا العمل في المستشفيات الأوروبية سوى الجزء الظاهر من هذا الهروب الجماعي إلى الخارج. كثير من الجزائريين يموتون في حرائق الغابات، وكثير من الجزائريين يخلعون في السجون بتهم ملفقة، وكثير من المؤسسات غير قادرة على السير بشكل طبيعي. إن الحكومة التي تقف متفرجة على عائلات وهي تسقط في يطون الفقر ولا تتحرك بشكل سيء
أمام الآلاف الجزائريين الذين يموتون غرقا في عرض البحار، وترضى أن ينام المزيد والمزيد من المشردين في الشوارع ليلا، ولا تحرك ساكنا لإخراج اقتصادنا من طابعه الموازي والريعي، وتستمر في إغلاق قطاع السياحة، ويسعدها أن يبقى النقل والتجارة الدولية من استيراد وتصدير في أدنى مستوياتهما. هي حكومة فاشلة عليها بالرحيل. Chers amis, s'il y a autant de déficits en qualité de vie pour nos citoyens, c'est synonyme d'une crise de gouvernance. Le peuple acteur du Hirak de février 2019 s'est révolté contre un système autocratique qui demandait son dégagement. Ce système a fait en sorte que la Constitution soit réduite à un texte de loi sans réelles influences sur le fonctionnement des institutions et malléable selon la volonté du pouvoir en place. Un des exemples les plus parlants est la magouille révision constitutionnelle de 2008 qui a permis à Abdelaziz Bouteflika de faire sauter le verrou de la limitation des mandats à 2 et de béguer un 3e mandat. D'autres libertés en guillemets ont été prises avec le texte de loi fondamentale. Il y a eu entre autres celle de septembre 2019 qui a permis l'organisation d'une élection présidentielle par une commission dite indépendante en violation de la Constitution en vigueur à l'époque, ou encore celle qui a permis la promulgation par décret présidentiel d'une loi organique portant un régime électoral 24 heures après la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a eu aussi la convocation et l'organisation des élections locales sur la base d'un décret non encore approuvé par le Parlement, pourtant en exercice. Le chef de l'État en exercice, ignorant l'étendue de sa mission et de son pouvoir, reste la majorité du temps cloîtré entre les lieux de la résidence présidentielle. Absent de la scène nationale et internationale, il ne parle pas au peuple, ni il écoute les citoyens. Le Premier ministre, sans réel pouvoir, ne comprend pas ce qui est attendu de lui. La communication officielle autour de son action lui échappe, voire le contredit, comme ce fut le cas lors de la polémique qui a suivi l'apparition du rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Algérie. Les ministres, ils n'ont ni autorité, ni mission, ni domaine de compétences par ici. Souvent, ils apprennent leur nomination ou leur renvoi du gouvernement par voie de presse, en même temps que l'opinion publique. Le chef de l'État lui-même les réduit à des stagiaires en formation. Le Parlement ne décide de rien, ne contrôle rien, il ne légifère rien, il se complaît dans le rôle de chambre d'enregistrement. Le sort réservé à des articles contenus dans la loi de finances complémentaire de 2020 ou encore la loi de finances de 2022 rendent bien compte du poids et du rôle des parlementaires. Il en est de même du limogeage du président de l'Assemblée nationale en 2018 ou encore des procédés avec lesquels les présidents des deux chambres du Parlement sont désignés. Les centres du pouvoir réel restent ténébreux et à l'origine de la non-gouvernance en cours. Beaucoup tentent de nous convaincre que le régime militaire est une réalité avec laquelle il faudra composer. Cette réalité, nous la connaissons tous, mais c'est une réalité qu'il faudra dépasser. La consécration d'un régime civil est essentielle. La consécration d'un régime civil est essentielle si on veut jeter les barres La consécration d'un régime civil est essentielle si on veut jeter les bases d'un fonctionnement démocratique de l'État, promouvoir les droits de l'homme et restaurer la confiance vitale entre le peuple et les institutions. Il y a une tendance persistante chez les dirigeants de fait à vouloir davantage traiter les effets plutôt que les causes à l'origine de nos problèmes récurrents et des crises cycliques que traverse notre pays. Et pourtant,
À chaque fois, nous nous sommes rendus compte que cette façon de faire est inefficace et ne règle pas les problèmes qui minent notre nation sur le long terme. Réinventer l'Algérie, c'est d'abord une affaire de diagnostic et d'audit à mener à terme sérieusement. Réinventer l'Algérie, c'est se donner des objectifs ambitieux et créer les conditions favorisant leur réalisation. Réinventer l'Algérie, c'est faire en sorte à ce que ce soit un pays où on veut et peut vivre, un pays où nos enfants peuvent se réaliser et non un pays qu'on doit fuir. Réinventer l'Algérie, c'est adopter un système de gouvernance efficace, basé sur la prospection, la transparence, la planification, l'adoption de choix en fonction des vrais besoins des populations. Réinventer l'Algérie, c'est promouvoir un nouveau mode de gestion des affaires publiques fondé sur la transparence. Réinventer l'Algérie, c'est engager des réformes structurelles complètes et profondes dans notre économie, rechercher l'efficacité dans l'investissement et doter les instances de régulation d'autonomie et de missions claires. Réinventer l'Algérie, c'est faire confiance à la jeunesse de ce pays, faire confiance aux nouvelles générations, les inviter à prendre leur destin en main. Réinventer l'Algérie, c'est sortir de la période actuelle de gouvernance par décret et mettre en place une gouvernance démocratique. Enfin, réinventer l'Algérie, c'est se donner enfin un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et se construire une nation puissante et prospère pour toutes les générations d'Algériens à venir et fondée sur l'État d'Ottawa. C'est à mon avis la meilleure façon de rendre hommage à nos martyrs qui se sont sacrifiés pour notre indépendance, l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, le pays est un immense chantier. L'état de l'économie appelle des réformes urgentes et courageuses pour créer des emplois et surtout jeter les bases d'une croissance durable en dehors des énergies fossiles. Il y a des routes et des chemins de fer à construire, le transport maritime et aérien à moderniser et diversifier pour rapprocher nos villes les unes des autres, des terres à mettre en valeur et à exploiter pour relancer notre agriculture, des petites et moyennes industries à créer et à accompagner, les énergies solaires et éoliennes à exploiter pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures, le tourisme à développer et rentabiliser, des programmes scolaires et universitaires à réformer et à actualiser pour répondre aux exigences du monde actuel, des menaces sécuritaires aux frontières à affronter, des espaces d'influence internationaux à reconquérir et donc une diplomatie à redorer. Oui, le chantier est immense et les tâches et domaines sont divers et variés, mais notre potentiel est grand et notre jeunesse a simplement besoin d'être libérée pour rendre cette mission de construire un pays viable. Notre nation a trop souffert de guerre, trop de violences ont été commises et trop de haine ont été attisées. Il est temps d'investir dans le patriotisme de ce peuple et de redéfinir la notion du vivre ensemble et du droit à la différence. Malheureusement, depuis 2 ans, un décor des plus funestes est imposé à la nation. Le pouvoir revanchard contre un peuple qui s'est soulevé pour sauver son pays d'un système corrompu et corrupteur entend le soumettre à sa logique liberticide. Il a osé violer les droits fondamentaux élémentaires individuels et collectifs des citoyens et restreindre, pour ne pas dire éteindre, leur liberté. Les atteintes à la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de conscience, la liberté de circulation et d'établissement, la liberté d'organisation, la liberté d'entreprise sont flagrantes et en violation manifeste de la Constitution et des lois. Le pouvoir espère
anesthésier les citoyens et vouer à l'échec toute dynamique d'opposition à sa politique. C'est parce que ces droits et ces libertés sont remis en cause que des centaines d'Algériens sont poursuivis en justice, réprimés dans la rue, emprisonnés pour une opinion et même endeuillés. C'est hélas pour cela qu'un concitoyen de Hadjob est décédé en prison. Chers amis, dès aujourd'hui, notre devoir nous dicte une attitude à la hauteur du défi à relever. Par le discours de vérité et par des actions politiques responsables et intelligentes, il est intolérable de continuer à subir ces arrestations arbitraires. Le temps d'exiger et de hâter la libération des détenus politiques et d'opinion a sonné. C'est le temps de la reconquête des libertés fondamentales et de nos droits. Je sais la difficulté de la tâche, mais je connais la volonté, le courage et la bravoure du peuple algérien. J'ai souvent parlé de l'absence des conditions nécessaires et suffisantes pour l'exercice politique, notamment de l'opposition. Vous êtes tous témoins et avez tous suivi les diffamations, désinformations, intimidations et menaces que le pouvoir a fait abattre sur notre parti et nos militants. Vous savez tous que notre siège national est depuis 3 années assiégé et sous surveillance permanente et sans décision de justice. Vous savez tous que plusieurs de nos militants ont été injustement emprisonnés et d'autres le sont encore à ce jour. Nos amis Yassine Merchiche et Mened Labi sont aujourd'hui absents de ce congrès parce que le pouvoir a décidé de les priver de leur liberté et de le punir en tant que parti pour notre engagement avec notre peuple. Libérez! Libérez! Vous savez aussi que moi-même je suis victime d'une décision inique ordonnée par les tenants du pouvoir en place et inédite de lever de l'immunité parlementaire, d'abord parce que les procédures réglementaires n'ont pas été respectées, aussi parce que les accusations fabriquées sont fallacieuses et ne tiennent pas la route. Cette décision, vu l'urgence dans laquelle elle a été dictée depuis bientôt 2 années, est en train de battre un record mondial en termes de délai de programmation devant un tribunal. Vous savez aussi que je suis à mon 6e mois de contrôle judiciaire. Hier encore, j'étais au tribunal du samedi pour signer. Toutes ces manœuvres et intimidations, vous le savez, ont été planifiées et orchestrées dans l'objectif de me faire plier et me faire payer mon engagement aux côtés du peuple algérien. C'est du chêne que je tire racine et non du roseau, disait le poète. Si des affides rasra, mais si dit تزرعنا وكان مكنكشف مقرانيت الحكومة مسبطلية يا غمانا تزرعنا وكان نقوب للخاص ديسات الله ودابو تزرعنا وكان الحكم يبغى يسهول ويسوفا وبيد من تلويد يمسيزيك يتنادي كان دشوال نوهي غنكنو نوهي غنفكافوس لكوكدود نوهي غنسوزاكو نوهي غنسوس الغاب البطل ما هنوقل والولي وكان شتاع
عاد نفهم وكوان يغبلا نسمع كهاني معنا سن ذوي بدلنا كنا نبدلان في مسادي ثمور ورسق من لحالة الأمور بكدود وهد الفيق سابهين غا في البطال وهد نويت صادعوين ثوف غانو كدود سابهين يحتميت في الله الزمان لكن هذا سنعاود الجرية كان كهانو كدود يسوي نس دعاود النبندية نتموت ذي ساس غفاياكيا اش ما هو يسمي هادي ليا مبلع يفديا منو كدود Malgré cette guerre qui nous est faite, nous n'avons jamais reculé, ni plié, ni fiblé face à l'adversité. Nous avons tous dû faire trop de sacrifices, mais notre engagement est celui de militants qui ont à cœur de relever les défis d'un pays qui a trop souffert et aussi un pays bâillonné par un système autocratique. Nous sommes un parti formé de militantes et militants aguerris qui refuse de négocier son autonomie de décision et qui s'est engagé à faire de la politique pour servir le peuple. Durant ce mandat, nous avons un montant global des recettes. Quand je dis ce mandat, depuis le lendemain du congrès de 2018 à ce jour, donc nous avons un montant total des recettes de 71 419 829,01. Nous avons un montant global des dépenses de 60 600 548,35 dinars et nous avons un solde de 10 819 289,66 dinars. Vous savez tous, comme à chaque congrès, nous présentons un bilan financier visé par l'expert comptable devant nos congressistes. Et en plus de ce bilan que nous présentons à l'occasion des différents congrès, chaque année, au mois de janvier, nous déposons un bilan financier visé par un comptable au niveau du ministère des Finances, donc au niveau du service des impôts, mais c'était important encore une fois de le rappeler devant ce congrès. Je l'ai rappelé pour vous dire qu'avec des moyens très modestes, nous avons su et pu animer la vie politique nationale. L'aura du parti a été amplifiée, sa crédibilité renforcée, grâce à un fonctionnement démocratique et transparent digne des grands partis démocratiques dans le monde. Nous avons dénoncé les arbitraires qui accablent les citoyens, défendu les travailleurs et les plus démunis et toujours plaidé en faveur du dialogue social efficace et garant de la paix sociale. Nous avons inlassablement réfléchi, travaillé et proposé des solutions aux diverses crises et impasses politiques, économiques et sociales que nous subissons avec le souci d'être au service du bien-être des Algériens et toujours dans la perspective de la construction d'un État de droit et démocratique. Chers amis, j'ai toujours été honnête avec vous au sujet des défis auxquels nous sommes confrontés et des menaces qui nous guettent. J'ai toujours écouté surtout ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord. J'ai toujours fait du mieux que je pouvais mon travail au sein du parti. D'abord en tant que militant, et plus tard en tant que président. J'ai toujours choisi l'espoir et le courage plutôt que la peur, le débat plutôt que le conflit et la discorde, le combat pacifique plutôt que la violence, le combat démocratique et l'autonomie de décision plutôt que la soumission et la compromission,
la vérité et l'authenticité plutôt que la démagogie et le populisme, l'honnêteté et la fidélité à nos principes plutôt que l'opportunisme ou bien la cooptation et la promotion méprisables, la loyauté et le patriotisme plutôt que la fourberie et le défaitisme, la tolérance plutôt que le sectarisme et le fanatisme. Je reste convaincu qu'un parti imprégné de ces valeurs ira loin sur le chemin de son succès. L'heure est venue pour moi de vous remettre le mandat que vous m'avez confié, en étant confiant sur l'avenir du parti et sur la nouvelle direction que vous allez choisir. Et autonomie. Avec vous, j'étais, avec vous, je suis, avec vous, je resterai un militant.